Bien, dans la vidéo précédente, nous étions arrêtés au moment où j'étais en train d'expliquer l'inégale répartition de l'eau. Donc, on avait pu voir à l'aide de ce planisphère, hein, de la page 58-59 de votre manuel, que l'eau était évidemment très inégalement répartie à la surface de la Terre, qu'on avait des zones, celles qui sont entourées par donc le trait discontinu bleu, où l'eau était présente en grande quantité, hein. Ça correspond grosso modo ici à un climat tempéré. Mais également on la trouve en grande quantité dans le climat équatorial, un endroit où il pleut particulièrement beaucoup. Donc ça correspond à la végétation qu'on appelle la jungle, hein, qu'on peut trouver dans l'Amazonie ici, dans la forêt centrale africaine, ou bien par exemple sur l'île de Bornéo, hein, où vous trouvez des pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc je vous avais dit que certains pays pouvaient avoir une forte disponibilité en eau, alors que pour autant, ils n'avaient pas de très fortes précipitations. Je pensais notamment à la Russie, ce que je vous expliquais précédemment, parce qu'on avait un pays immense avec finalement une faible densité de population, qui avait en plus le passage de plusieurs fleuves importants dans ce territoire, et qui faisait que du coup, la disponibilité en eau par habitant était suffisante. Euh, Autre exemple qui peut un peu nuancer le rapport qu'on fait entre le climat et la disponibilité en eau, c'est la présence qui peut y avoir de nappes souterraines dans certains pays arides et qui du coup vont tempérer la faiblesse des précipitations et donc la disponibilité en eau. Je pense notamment à cette région du nord du monde, hein, qu'on appelle l'Afrique du Nord, ou à celle-ci qu'on appelle le Moyen-Orient. Par exemple, en Libye, il y avait un immense aquifère, donc des nappes d'eau souterraines en grande profondeur, de même qu'on en trouve un à la limite entre l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Et si vous avez de l'argent et les moyens financiers, ce qui est le cas de la Libye comme de l'Arabie Saoudite, parce qu'ils possèdent du pétrole, donc ça leur permet d'avoir des rentrées financières très substantielles, eh bien, vous pouvez exploiter ces ressources en eau, qui normalement seraient inaccessibles, jusqu'à des centaines, voire des milliers de mètres de profondeur. Et donc, ça permet de réduire l'inégal accès à l'eau. Mais encore une fois, c'est lié à la possibilité d'avoir des ressources économiques pour pouvoir exploiter ces ressources. Alors, après avoir vu l'inégale répartition de l'eau, on va s'intéresser à un autre type de ressource, l'énergie. Donc, l'énergie est matérialisée notamment en ce qui concerne les hydrocarbures et donc ce qu'on appelle aussi les énergies fossiles, hein, donc le pétrole, le gaz, le charbon, sont matérialisés sur cette carte par des triangles violets. Alors, on voit que la répartition de ces énergies, elle est loin d'être uniforme, hein. On la trouve particulièrement concentrée eh bien, dans cette région du monde qu'on appelle le Moyen-Orient, hein. Vous savez que c'est une région qui s'est extrêmement développée à partir des années 30 grâce à la découverte d'énergies fossiles, notamment du pétrole et du gaz. On trouve également d'importants gisements en Amérique du Nord, dans l'Arctique aussi, rappelez-vous ce qu'on a vu dans l'étude de cas. Euh, on peut en trouver également en Afrique du Nord, hein, je pense à la Libye, l'Algérie, on en trouve au Nigeria, on peut en trouver au Venezuela également, en Indonésie. Mais par exemple, si vous prenez l'Europe de l'Ouest, hein, l'Europe occidentale, il n'y a pas d'important gisement d'hydrocarbures, hein, le plus proche c'est en Norvège. Donc il y a des zones qui sont très dépourvues d'hydrocarbures, hein. Je peux prendre également la Chine, hein, très grande puissance mondiale, plus d'1 milliard d'habitants. Il y a un peu d'hydrocarbures, mais si vous comparez à la région du Moyen-Orient, il y en a beaucoup moins. Donc il y a encore une fois une très inégale répartition des ressources, et ces ressources d'hydrocarbures, à la limite par rapport à l'eau, sont encore plus concentrées dans quelques grands gisements, donc notamment au Moyen-Orient, qui est le principal gisement. Mais vous savez aussi qu'en Arctique, on estime qu'il y a à peu près 13% des futures réserves mondiales de pétrole, par exemple. Ça permet de faire un lien avec l'étude de cas qu'on a fait en introduction de ce cours. Autre type de ressources, symbolisées par toujours la légende de cette carte, symbolisées par des losanges jaunes, ce qu'on appelle les terres rares. Alors que sont les terres rares? Ce sont des minerais rares, comme leur nom l'indique, comme le lithium, par exemple le cadmium, qui sont utilisés notamment pour réaliser les microcircuits des appareils de haute technologie, je pense notamment aux smartphones. Et ces terres rares, eh bien, si vous prenez votre manuel, page 58, dans la marge à gauche, eh bien, vous pouvez voir que la part de la Chine dans l'extraction mondiale des terres rares est de 90%. Donc là, vraiment, il y a une hyper concentration des terres rares en Chine.
ce qui fait que finalement le marché mondial est très dépendant des ressources chinoises. Donc, à partir de ces trois ressources-là, que ce soit l'eau, les énergies fossiles et les terres rares, donc les minerais, mais on aurait pu mettre encore beaucoup d'autres ressources, eh bien, on voit bien qu'il y a une inégalité dans la répartition, et ce qui fait que ben, cela entraîne également une intensité très forte des échanges. Parce que comme il y a des endroits où ces énergies sont fortement concentrées et qu'elles sont par contre absentes de d'autres endroits qui sont pourtant très développés, je pense notamment à l'Europe ou au Japon, ou voire en Chine, eh bien, il faut qu'il y ait des flux d'échanges pour pouvoir transporter ces énergies. Donc, vous le savez, hein, le pétrole du Moyen-Orient va venir en Europe via du transport maritime, c'est-à-dire par exemple les tankers ou les supertankers, qu'on appelle aussi des pétroliers, ou des gaz ou des moyens terrestres, par exemple des oléoducs, donc qui sont des d'immenses tuyaux qui convoient le pétrole, ou bien des gazoducs, des tuyaux, des canalisations qui vont convoyer le gaz. Donc, dans tous les cas, vous voyez symbolisé en rouge sur la carte eh bien, il y a d'importants flux énergétiques, donc des flux de matières premières, et on estime qu'ils représentent ces flux de matières premières 24% du commerce mondial. Alors, on voit que ces flux se dirigent surtout vers les trois grands pôles de consommation d'énergie dans le monde, que sont l'Amérique du Nord, l'Europe, regardez le sens des flèches hein, qui vont vers l'Europe, et l'Asie de l'Est, donc la Chine, le Japon, la Corée. On voit que les flux se dirigent surtout vers ces trois pôles et qui partent par contre de régions du monde comme le Moyen-Orient, l'Afrique de l'Ouest ou bien la Russie. Donc on a des pays à la fois producteurs et des pays qui sont consommateurs et qui ne sont pas forcément les mêmes. Euh, alors, quand on observe la localisation des ressources dont je viens de parler et les lieux de consommation, eh bien, on observe d'importants déséquilibres mondiaux, d'où d'importants flux de transport. Euh, Ces importants déséquilibres font que le bilan énergétique pour certaines régions du monde est très négatif. Alors, qu'est-ce que c'est le bilan énergétique? Alors, il est très négatif, pardon. Qu'est-ce que c'est le bilan énergétique? Eh bien, c'est la différence entre l'énergie que le pays produit et l'énergie que le pays importe. Donc, si on prend par exemple l'Europe, eh bien, on note que l'Union européenne est dépendante à plus de 50% en 2000 de l'étranger pour sa consommation énergétique. C'est-à-dire qu'elle importe beaucoup plus d'énergie qu'elle n'en produit elle-même. Ce bilan énergétique il est également négatif pour l'Amérique du Nord. On voit pourtant que l'Amérique du Nord a des champs pétrolifères ou produit du gaz, mais malgré tout, il en consomme tellement qu'il est obligé d'en importer, ce qui fait qu'il a un bilan énergétique que l'Amérique du Nord, elle, a un bilan énergétique négatif. Et quand on observe cette carte, eh bien, la région qui est au cœur des enjeux énergétiques mondiaux, eh bien, c'est évidemment le Moyen-Orient, d'où partent de très nombreuses flèches, de par son écrasante prépondérance, notamment dans le commerce des hydrocarbures. Et c'est pour ça que les dirigeants des pays occidentaux, que ce soit l'Amérique du Nord ou l'Europe de l'Ouest, passent leur temps à faire des petites courbettes devant des princes ou des rois de régimes qui sont pour autant des dictatures, hein, où les femmes sont maltraitées, où l'homophobie peut être condamnée de mort, mais tout simplement parce que ces pays ont du pétrole et comme ils ont du pétrole, on est très très gentil avec eux parce qu'on a besoin de leur pétrole. Bien. Alors maintenant, toujours dans cette partie, on va s'intéresser à une autre notion, la notion qui s'appelle l'accessibilité à l'eau, puisqu'on parle des ressources et qu'on dit qu'il y a une inégalité d'accessibilité. En géographie, on définit ce que c'est avoir accès à l'eau et notamment avoir accès à l'eau potable. Eh bien, l'ONU définit l'accès à l'eau potable par le fait qu'un individu euh, doit avoir au minimum 25 litres d'eau potable à moins de 15 minutes de marche de l'endroit où il habite. Donc, vous voyez, pour avoir accès à l'eau potable, on estime qu'il faut avoir 25 litres d'eau. C'est pas énorme hein, pour se doucher, pour sa consommation, pour faire la cuisine. Et lorsque vous prenez ben, la carte, le document 4, page 55, eh bien, document qui s'intitule L'eau, un besoin vital, on voit justement par un dégradé de couleur les populations qui sont sans accès à l'eau potable, sans accès pardon, à l'eau potable.
Et on voit que ça peut aller jusqu'à plus de 20% de la population, notamment en Afrique subsaharienne, qui n'a pas accès à l'eau potable. Alors bien entendu, quand on étudie cette carte, hein, on voit que ce sont surtout les pays riches qui ont une forte accessibilité à l'eau et les pays pauvres, notamment d'Afrique subsaharienne, qui ont un faible accès à l'eau. Donc ce document nous montre bien qu'il existe une très forte inégalité de l'accessibilité à l'eau. Et le document suivant vous montre également les inégalités qu'il peut y avoir concernant la consommation d'eau. Là, le document vous indique la consommation d'eau par jour et par habitant. Eh bien, on peut voir qu'en Afrique subsaharienne, donc au Mali, au Niger, au Burkina Faso, eh bien, un habitant va consommer 10 litres d'eau par jour. Donc, vous voyez, il est en dessous de la limite des 25 litres dont parle l'ONU pour dire que vous avez accès à l'eau potable. En France, on consomme 15 fois plus. En Amérique du Nord, on consomme près de 600 fois plus. Ça vous montre que dans certaines régions du monde, vraiment, on surconsomme l'eau et que forcément, eh bien, cette surconsommation d'eau va avoir des impacts environnementaux parce qu'on ne peut pas consommer davantage d'eau que la nature est capable de nous en produire. Donc cette inégalité de la consommation nous montre qu'elle est très forte entre les pays riches et les pays pauvres, hein. Dans les pays riches, elle est supérieure à 100 mètres cubes par an et par habitant, alors que dans les pays pauvres, et en particulier les PMA, elle est inférieure à 10 mètres cubes par an et par habitant. Alors, ces inégalités s'expliquent par plein de choses, hein. Il n'y a pas que le climat, évidemment, parce qu'en Afrique subsaharienne, vous allez me dire, il fait très chaud, mais il n'y a pas que cet aspect-là qui peut expliquer les inégalités d'accès à l'eau et de consommation surtout. Ces inégalités s'expliquent avant tout par la différence de mode de vie. Quelqu'un qui est un bédouin dans le désert au milieu du Sahara, il est habitué à considérer l'eau comme une ressource extrêmement précieuse et à ne pas la gaspiller. Euh, Alors que dans des pays riches comme la France, la Suisse ou l'Amérique du Nord, eh bien l'eau, on a l'impression que c'est une ressource illimitée, donc on la surconsomme. On va finalement, vous vous rendez compte qu'on fait la vaisselle, on tire une chasse d'eau, on lave sa voiture avec de l'eau potable, pas avec de l'eau croupie, non, avec de l'eau potable, de l'eau qui est bonne à consommer. Alors que dans certains pays du monde, on consomme de l'eau qui aurait une couleur marronasse dont vous ne serviriez même pas pour vous laver les dents. Alors, ça montre bien également que les inégalités d'accès à l'eau prennent en compte également l'accès à la qualité de l'eau. Parce que avoir accès à l'eau, c'est une chose, mais il faut avoir accès à de l'eau qui est potable, donc qui est consommable par un être humain sans avoir de conséquences nocives sur sa santé. Oui, quand vous prenez le document 4 page 55, il montre bien les fortes inégalités d'accès à l'eau potable, hein. Est donc généralisé dans les pays riches. Dans les pays émergents, on trouve une situation intermédiaire, hein. Plus de 95% de la population a accès à l'eau, sauf en Inde ou en Chine, où là on est plutôt autour de 85-90%. Et puis dans les pays les plus pauvres, les pays les moins avancés, on a moins de 65% de la population qui a accès à l'eau potable. Donc au total, c'est près d'1,5 milliard de personnes qui sont exclues de l'accès à l'eau potable, surtout dans les campagnes, les bidonvilles, où l'eau est insalubre, cause de mortalité, notamment par maladie. Alors ces déséquilibres, on les retrouve pour les ressources énergétiques, hein, et ils peuvent être parfois à l'origine de conflits, comme il est symbolisé sur la carte par les petites explosions violettes. On a des conflits liés au contrôle des ressources énergétiques en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud, en Irak, dans l'Arctique, comme on avait pu le voir dans l'étude de cas. On a des conflits également liés à l'appropriation de l'eau. Donc là, c'est les petites explosions en bleu dans le Moyen-Orient, à la frontière États-Unis-Mexique, entre l'Inde et le Pakistan, au niveau de l'Afrique du Sud. On a des problèmes également au niveau du partage de l'eau des grands fleuves, comme entre les États-Unis et le Mexique, encore une fois, comme entre la Syrie, l'Irak, la Turquie, à propos des fleuves comme l'Euphrate. On a en Égypte des problèmes avec le Nil. Donc en Amérique du Sud, j'ai oublié de vous dire, c'est le Colorado. Donc la surexploitation des ressources, comme par exemple la déforestation, la surpêche, la surconsommation d'eau, la surconsommation d'énergie, va fragiliser les écosystèmes et les sociétés et peut entraîner des conflits, par exemple notamment à propos des fleuves, savoir à qui appartient l'eau d'un fleuve quand elle traverse plusieurs pays, notamment si des pays construisent des barrages en aval.
pardon, en amont, ça peut poser des problèmes pour les pays qui habitent en aval car ils ont moins d'eau disponible.